Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance publique d'information concernant le projet Ligne bleue du métro de Montréal. Il s'agit d'une séance d'information à l'intention des riverains à proximité du secteur de la future station Viau. Tout d'abord, merci pour votre présence, que vous soyez dans la salle ou en mode virtuel, pardonnez-moi. Je m'appelle Marianne Gagnon, je travaille pour l'INM, une organisation sans but lucratif et indépendante qui a pour mission d'encourager la participation citoyenne aux affaires publiques. J'agis ce soir à titre de ressource externe et impartiale et comme maîtresse de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre. Je souhaite vous mentionner que la séance d'information est filmée et enregistrée et qu'elle sera disponible au cours des prochains jours sur la page web projetlignebleu.info. La soirée d'information se déroulera en français, mais les participants qui le souhaiteront pourront poser leurs questions en anglais. This session will be conducted in French, but if you wish to address a question in English, you are welcome to do so. L'objectif de la séance d'information de ce soir est de vous présenter le projet Ligne bleue et plus particulièrement l'implantation de la future station Viau. Beaucoup d'informations vous seront partagées ce soir. Je ne doute pas non plus que plusieurs d'entre vous sont interpellés par le démarrage des travaux. Alors, sentez-vous bien à l'aise d'exprimer vos préoccupations et aussi toute votre curiosité à l'égard du projet, parce que ce soir, nous sommes là pour vous entendre. Voici comment se déroulera la séance de ce soir. Elle débutera tout d'abord par une présentation d'une trentaine de minutes qui sera faite par des représentants du projet Ligne bleue. Par la suite, elle sera suivie d'une période de questions. Donc, la rencontre durera tout au plus 2 heures et se terminera au plus tard à 21 heures. Au cours des derniers jours, plusieurs personnes qui se sont inscrites ont formulé quelques questions en vue de la séance de ce soir. Alors, les présentateurs ont inclus plusieurs des réponses aux questions posées dans leur présentation, mais vous pourrez également poser vos questions lors de la période qui est prévue à cette fin. Également, le document questions et réponses qui est sur le site web du projet sera mis à jour à la suite de la rencontre et de façon régulière. 2 représentants du projet Ligne bleue sont présents pour vous présenter ces informations. Alors, je vous présente M. David Chartier, directeur construction, et Mme Sarah Bédard-Gillionnet, directrice de projet. Des représentants des partenaires du projet sont également présents, soit des représentants de l'arrondissement de Saint-Léonard, bonsoir, et des services centraux de la Ville de Montréal. Avant de débuter la présentation, je souhaiterais simplement vous rappeler quelques règles pour le bon déroulement de la soirée. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à mettre votre cellulaire en mode vibration ou à le fermer et également d'attendre la période de questions avant de poser vos questions. Pour les gens qui participent à la session d'information en ligne, vous pouvez envoyer vos questions par écrit à n'importe quel moment en utilisant l'onglet questions et réponses, la bulle questions et réponses. Par contre, il ne sera pas possible d'ouvrir votre micro et inutile aussi de lever votre main. Je reviendrai plus tard avec des explications sur la période de questions. Enfin, pour échanger dans un climat agréable et constructif, je vous propose qu'on se responsabilise toutes et tous pour faire preuve d'écoute, d'ouverture, d'empathie et de participation respectueuse. Maintenant, je laisse la parole à M. David Chartier, directeur construction. Bonjour. Ce soir, je vais vous parler du prolongement de la ligne bleue, mais plus dans son ensemble. Puis pour les questions vraiment qui ont lien à la station Viau, ça va être Sarah qui va être capable de répondre. Premièrement, on va souvent utiliser le terme PLB. PLB pour projet ligne bleue. Donc, de temps en temps, vous allez nous entendre dire PLB, c'est juste qu'on est tellement habitué de le dire qu'on le raccourcit. La STM a été mandatée à titre de mandataire pour réaliser le prolongement de la ligne bleue à travers un bureau de projet.
Le bureau de projet, il vient représenter 5 grands partenaires, c'est-à-dire qu'on a le MTMD, on a la SQI, la Société québécoise des infrastructures, l'ARTM, et on a la Ville de Montréal, en plus de la STM exploitant, qui est aussi dans les 5 partenaires. Nous avons été mandatés, c'est-à-dire le bureau de projet, pour le réaliser comme donneur d'ouvrage, mais aussi en ayant la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est-à-dire que toute la santé et sécurité sur le projet nous revient. C'est nos gens qui vont s'assurer qu'il y ait une bonne santé et sécurité sur le projet dans son ensemble. Les 5 partenaires sont là pour orienter les décisions et pour se concerter pour arriver avec un projet qui est défini à travers nos paramètres, et les décisions sont prises de façon stratégique. On a commencé, ça fait déjà quelques années, à faire la conception, donc la conception de chacune des stations, le tunnel, tous les éléments qu'on ne voit pas, comme les arrière-gares, comme le garage. La conception est très avancée. La plupart, même, je vous dirais, est terminée, c'est-à-dire les tunnels, on a déjà fait les appels d'offres. Il nous reste à finaliser les éléments plus qui sont au niveau des stations. La conception a été faite entièrement par le bureau de projet, donc ce n'est pas un projet qui est en construction-conception, c'est vraiment tout fait à l'interne avec nos différents collaborateurs. On va faire le projet, c'est-à-dire le projet Ligne Bleue, le bureau de projet va emmener le projet jusqu'à la mise en exploitation. Donc, nous, notre but, c'est de redonner le prolongement à l'exploitant, c'est-à-dire à l'XTM, pour qu'il puisse l'opérer. Donc, jusqu'à la mise en service, c'est vraiment le bureau de projet qui va être là. On interagit avec la communauté, comme aujourd'hui avec vous. On est avec les commerçants, on est dans différents niveaux. C'est toujours le bureau de projet qui est là. Et aussi, c'est nous qui faisons le lien vers les adjudicataires. Adjudicataires, c'est ceux qui construisent pour nous. Donc, les entrepreneurs à qui on octroie des contrats qui vont réaliser le projet. On a plusieurs, on a des centaines de contrats à donner. Donc, on a déjà quand même beaucoup qui sont octroyés, puis on a d'autres qui s'en viennent. Et également, on fait le lien vers les médias. Donc, toutes les questions qui ont un lien avec comment ça se passe, les entraves, etc., c'est le bureau de projet qui s'occupe de cette facette-là. En plus de ça, la STM, donc la STM exploitant, il est là aussi pour jouer le rôle de propriétaire. À la fin de l'ouvrage, quand on va y remettre, c'est lui qui reprend l'ouvrage et il revient vers nous avec ses requis, donc qui sont intégrés dans notre conception. La même chose au niveau de la RTM pour les 2 terminus qui vont être mis en opération. On a un terminus à la station P9 et on va avoir un terminus à la station Anjou. Deux terminus qui appartiennent à la RTM. Le prolongement de la ligne bleue, ça fait longtemps qu'on l'attend, que vous l'attendez, et ça va venir stimuler l'est de l'île de Montréal. C'est-à-dire qu'on va améliorer la mobilité, autant avec l'arrivée en plus de ça du SRB qui va venir donner une connexion, mais ça va beaucoup améliorer toute la fluidité, en plus de renforcer l'intermodalité, comme je viens de dire, avec le SRB qui est déjà présent. On va, j'en suis sûr, stimuler le développement économique dans le secteur. Et en plus de ça, toutes nos stations et aménagements, ils sont tous accessibles universellement. Donc, autant au niveau des trottoirs aux alentours des stations que tout le parcours pour se rendre jusque dans les trains, dans les métros est accessible. Aussi, on a une conscience, c'est-à-dire qu'on va vers une certification Envision, donc pour un développement durable. Donc, toute la question de quels matériaux on utilise pour le prolongement, comment on va faire la déconstruction des bâtiments, etc., tout ça a été pensé pour donner un sens à ce projet-là. Le projet va quand même emmener des grands bénéfices, c'est-à-dire qu'on va déplacer 70 000 personnes par jour sur ce tronçon-là. En plus de ça, c'est 20 000 passagers en pointe du matin, dont 16 000 nouveaux passagers par rapport à si on prend ceux qui étaient autobus qui font juste changer. Le parcours entre Anjou et Saint-Michel va prendre 8 minutes en métro. En auto, tout dépendant de l'heure qu'on le fait, ça peut passer de 22 minutes à une durée presque indéfinie. Le prolongement de la ligne bleue, ça commence à partir de Saint-Michel et ça se rend jusqu'à Anjou. Je vais vous revenir avec les petits points qu'on voit un peu plus en bleu pâle. Là. Ça, c'est nos structures auxiliaires qu'on appelle nos SA. C'est plus des bâtiments qui sont des bâtiments pour l'opération du métro. Tantôt, je vais vous montrer une image. Sinon, c'est 5 stations qui sont ajoutées.
On voit du côté de Anjou des lignes qui sont plus en gris pâle. Ça, c'est ce qui se passe sous la terre que pas grand monde voit. C'est nos tunnels pour se rendre vers nos garages. Où est-ce qu'on va aller garer nos trains à la fin des journées et où est-ce qu'on fait aussi l'entretien. Donc, c'est tous des éléments qui sont souterrains qui vont être construits à l'est de la 25. Encore là, je rappelle, pour P9, on est en train, on va lancer les excavations et on va construire un édicule de part et d'autre du SRB P9, donc de part et d'autre du boulevard P9, ce qui va amener une intermodalité avec le SRB. Donc, à cet endroit-là, le tunnel sous le SRB est déjà construit. Donc, il va nous rester à faire l'habillage architectural du tunnel, mais on a pu le faire en même temps qu'il réalisait le SRB. Après ça, tantôt, Sarah va vous parler de la station Vio. On a la station Lacordaire, l'Angelier et la station Anjou, qui va avoir un édicule. Un édicule, c'est les bâtiments, en fin de compte, par lesquels on peut accéder de chaque côté de l'autoroute 25, avec en plus de ça un lien piétonnier à travers la station qui va permettre de passer d'un bord à l'autre de l'autoroute 25 sans avoir à passer par les tourniquets. Donc, ça veut dire que les gens en vélo, les gens à pied vont être capables de passer en dessous de la 25, mais sans vraiment prendre le métro. Tantôt, je vous parlais, avant d'aller plus loin, ici, ça montre un peu nos profondeurs de station. On voit que nos profondeurs de station sont beaucoup plus profondes que ce qu'on a dans le réseau initial. La raison, c'est qu'on a voulu aller dans le roc qu'on appelle le roc compétent. Donc, c'est le roc qui nous a une très bonne géologie qui nous permet d'être autoportant par endroit. Donc, c'est pour ça qu'on voit le métro à des endroits qui plongent. Entre chaque station, d'habitude, le métro il descend un peu plus bas pour atteindre son point le plus bas à la mi-parcours, c'est-à-dire où est-ce qu'on a la structure axiale que je vais vous expliquer tantôt la raison. C'est l'endroit où est-ce qu'on va pomper l'eau, puis où est-ce qu'il peut y avoir aussi une sortie d'urgence qui est très rarement utilisée parce que notre métro est très sécuritaire. En plus de ça, on a à la station P9 environ 17 mètres de profond. Et pour aujourd'hui, ce qui vous touche, on prend comme exemple la station Vio, on se tient environ à 21 mètres de profond. Notre endroit le plus profond qu'on va aller creuser, c'est dans des alentours de la station L'Angelier, mais plus précisément à la SA4, où est-ce qu'on va atteindre jusqu'à 40 mètres de profond. Encore là, les profondeurs sont beaucoup en lien avec la géologie de la roche qui nous permet d'avoir un tunnel qui est autoportant, puis qu'après ça, on a moins de travail à faire. C'est un projet d'envergure. On parle tantôt, je vous le disais, dans 17 et 40 mètres de profondeur. On parle de 8 km de tunnel. 6 commercial pour dire que entre la station Saint-Michel et la station Anjou, c'est du tunnel où est-ce que les usagers vont se promener dedans. Puis on a 2 km qui se trouvent être nos arrière-gares, le garage, tantôt comme je vous le montrais. Pour réaliser ce projet-là, ça fait des années qu'on est déjà en études. Il y a eu des études faites par plusieurs acteurs jusqu'à l'AMT par le passé, où est-ce qu'on est allé faire beaucoup de forages. Si ceux qui restent dans le secteur ont vu des foreuses, on a fait des forages pour aller connaître notre roc, savoir la hauteur de notre nappe phréatique, est-ce qu'il y a de la contamination, etc., pour être certain que quand on va lancer les travaux, on n'ait pas de surprise ou le moins de surprise possible. C'est ça un peu la clé pour réussir à avoir un échéancier qui est efficace et qui est réaliste. On a quand même des données, on parle de 28 km de rails, 2 rails, le garage, etc. Mais une donnée quand même qui est intéressante, c'est qu'on va excaver jusqu'à 2,4 millions de tonnes de roc qui va être excavé à travers nos différentes stations, les tunnels et le garage à Anjou. On va atteindre une pointe de 2000 travailleurs au total sur les chantiers, parce qu'il faut comprendre qu'à notre pleine, quand on va être mobilisé sur tous les sites, on va avoir jusqu'à 15 sites très différents les uns des autres, parce que chaque site devient un micro-site, puisqu'on travaille à peu près exclusivement en souterrain. Donc, à la surface, vous allez voir un trou, on va dire, à une station, un trou à une SA, etc. Entre les stations, il n'y aura pas d'autre excavation qui va être réalisée puisqu'on travaille tout en souterrain. Sur le terrain, on est déjà actif. On a déjà fait dans les années passées des travaux de RTU pour Réseau technique urbain. Donc, on a déplacé des grandes utilités publiques telles que
l'égout, l'aqueduc, les plus gros. Et après ça, on avait les éléments tels que pour le Bell, Hydro-Québec, etc. La plupart ont déjà été déplacés. Puis c'était stratégique ce qu'on a fait. On a voulu déplacer les RTU sur les différents sites où est-ce qu'on allait aller pour faire en sorte que quand on va réaliser les travaux dans les prochaines semaines, prochains mois, on n'aille pas à impacter les axes qui étaient nord-sud. Et en plus de ça, en faisant nos travaux RTU à l'avance, on s'enlevait des surprises. Le sol, on va dire montréalais, nous est rempli de surprises, des conduites qui ne sont pas à place qu'on pensait, plus vieilles qu'on pensait, ou d'autres éléments qui auraient pu nous ralentir. On a voulu mettre ça derrière nous. Donc, sur les différents secteurs, tels que l'Accordaire, l'Angelier, ça a été fait. L'Angelier, c'est l'année passée. Tandis que Vio, c'est l'année passée et l'autre année d'avant, donc 2022-2023 où ça a été lieu. C'était notre secteur qui était le plus gros, le plus durement touché en RTU dans nos travaux préparatoires. En plus de ça, on a aussi été de l'avant à faire la déconstruction des bâtiments qui se trouvaient sur nos sites, parce qu'encore là, le but, c'était d'essayer de prendre l'avance sur nos travaux et d'enlever les éléments qui auraient pu avoir des enjeux. Puis encore là, quand on parle de déconstruction, on parle des fois de contamination amiante, ces éléments-là qui peuvent nous survenir, puis ils auraient pu nous retarder. Donc, on avait une stratégie d'élancer d'avance pour être capable de voir s'il n'y avait pas des surprises. C'est des chantiers qui ont tous, à mon avis, bien été, puisque les surprises étaient quand même gérables. Mais on peut voir, comme dans votre secteur, le secteur Vio, on a déconstruit le McDonald's qui était sur le site, mais à partir de la station Saint-Michel, on a commencé à déconstruire des bâtiments et on a déconstruit jusqu'à la station Anjou. Il nous reste quelques bâtiments à déconstruire. On va en avoir un dans le coin de Villanelle, je crois, dans le mois prochain, mais c'est un petit bâtiment qu'on va déconstruire. Sinon, on est sur la fin. Dans votre secteur, ça va être le dernier qu'on va déconstruire. Les bâtiments qu'on s'en vient construire, encore là, les stations, on n'a pas le rendu final architectural puisqu'on a encore des travaux à faire en plans et devis, mais vous avez présentement des images de à quoi ça va ressembler. Le poste de district Lionel Groux va ressembler au poste de district qu'on va mettre à l'arrière de la station Saint-Michel. Et les deux autres bâtiments qu'on voit, c'est des bâtiments, comme on appelle, des bâtiments de service STM, donc pour la ventilation, c'est ce qu'on appelle les structures auxiliaires, donc les SA, comme tantôt je vous mentionnais. On va en retrouver à différents endroits. Sarah, tantôt, elle va vous montrer les deux qui sont dans votre territoire, mais ces bâtiments-là, c'est pour l'urgence, pompage, aussi pour notre énergie, donc l'électricité. Et la ventilation. Autant la ventilation de confort, donc pour les usagers, autant la ventilation d'urgence. Je vous le dis tout de suite, ces bâtiments-là, ce n'est pas comme quand on a construit le métro initialement. C'est rendu des bâtiments qui sont hyper performants. Les ventilateurs dans ces bâtiments-là, ils ont un énorme silencieux qui fait en sorte que le bruit qui sort quand ils sont en exploitation, c'est comme un lave-vaisselle. Le bruit d'un lave-vaisselle, là, c'est hyper silencieux. On en construit au centre-ville, puis on gère bien les secteurs. Comme je vous le montrais, comme je vous disais, cette année, une et ça. Ici, c'est vraiment le tunnel où est-ce que les trains passent. Donc, on a une grande galerie qui s'en vient vers le bâtiment pour, en fin de compte, sortir à la surface. Ici, c'est le niveau de surface. Donc, dans ce bâtiment-là, ici, sous terre, c'est là qu'il y a les ventilateurs et les silencieux et la partie électrique est à l'arrière. Vous savez des secrets que pas grand monde ne savent. Quand même, les grandes entraves qui s'en viennent, c'est ça qu'on vient un peu vous expliquer, puis on est sur plusieurs tribunes parce qu'il y a des éléments qu'on sait que ça va affecter le secteur, mais on vient un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est qu'à la base, on a des entraves qui arrivent en 2024 avec les premiers octrois de contrats qu'on a fait, nos contrats majeurs. On s'en vient faire les premières entraves, donc l'entrave à P9, il va y avoir une entrave à Vio et il va y avoir une entrave à l'Angelier. C'est les entraves qui vont arriver en 2024. Sarah va vous expliquer en détail pour Vio, mais je tiens à préciser, puis on va le répéter plusieurs fois, là, mais les axes nord-sud, notre stratégie, c'était de faire des travaux avant pour que les axes nord-sud ne soient jamais complètement fermés. Les axes nord-sud, donc sur P9, Vio, Lacordaire, l'Angelier, vont toujours rester accessibles et la plupart du temps, pleine largeur. Sinon, il va y avoir des fois le retrait d'une voie, etc. Mais c'est vraiment notre stratégie qui fait en sorte, c'est une des raisons pour qu'on vient fermer l'intersection dans l'autre sens.
Puis souvent, on utilise le mot intersection, mais on est à l'extérieur de l'intersection. Le petit secteur de Jean Talon qui se trouve entre P9 et Villot va rester accessible et en auto, parce que les rues pour se rendre vont rester accessibles et les secteurs entre les deux vont aussi rester accessibles. Sarah va vous l'expliquer un peu plus en détail dans les prochaines diapos. En 2025 et les années prochaines, les autres entraves vont venir se mettre en place. Donc, à ce moment-là, on va tomber en pleine mobilisation. Donc, on va avoir la station Lacordaire qui va venir s'ajouter. Et on va aussi avoir pendant 2 ans du côté ouest du boulevard P9 une entrave puisqu'on va avoir la construction de l'édicule secondaire où est-ce qu'on n'a pas assez de place, donc on sert d'une portion de la rue pour nos espaces. Du côté Anjou, il n'y a pas d'entrave ou sinon c'est sur des petites rues résidentielles puisque la plupart de nos infrastructures vont se trouver sur des terrains privés. On va aller plus dans le détail, mais une des stratégies qu'on a mis en place, puisque la rue Jean Talon va être fermée, en fin de compte, il va y avoir plusieurs entraves, elle va être restée accessible entre les entraves, mais vu que les autobus ne pourront plus circuler, notre stratégie, c'est de les mettre en place une voie réservée sur la rue Bélanger, qui va venir compenser pour la perte qu'on a pas la perte, mais le déplacement qu'on a de la 141 vers, en fin de compte, la rue Bélanger. On va aller plus dans le détail, mais ça, c'est une façon qu'on a de voir, de réussir à garder un service adéquat dans le secteur, surtout que la 141, c'est une des lignes les plus achalandées de la STM. C'est des gros travaux qui s'en viennent. Pour ça, on va mobiliser des gros équipements. On prend comme exemple juste le tunnelier. On parle d'un tunnelier avec une roue de coupe, c'est-à-dire l'avant, qui va avoir 9,6 mètres environ de diamètre. Donc, le tunnelier va être lancé à partir de la station P9 et il va cheminer jusqu'à la station Anjou. On a aussi des équipements tels que la laveuse que vous voyez du côté gauche de l'écran. C'est les équipements qu'on sert pour excaver dans le roc. Donc, les tunnels qui ne sont pas faits avec un tunnelier vont être faits avec des machines telles qu'une haveuse. Ces équipements, sinon, ça va être du micro-dynamitage, ça va être plus de l'excavation mécanique, mais le gros des équipements, ça devrait être ça. C'est des équipements la plupart du temps, le tunnelier tout le temps, mais les haveuses, la plupart du temps, sont également électriques. Donc, notre stratégie, c'est avec l'électricité de réussir à réduire aussi le bruit. Puis aussi, on règle notre problème, une partie de nos problèmes en tunnel avec les émissions de gaz. C'est des équipements qui vont travailler sur des horaires soit allongés ou, on prend comme exemple le tunnelier qui va travailler en continu. On est allé chercher quand même des autorisations auprès des arrondissements et de la ville pour réussir à faire un chantier en continu, puisque ce n'est pas des équipements que tu peux arrêter. C'est un tunnelier, un coup qui est parti, le seul moment que tu vas l'arrêter, c'est pour faire l'entretien et il arrête 2 semaines à Noël, sinon le reste du temps, il est en opération. Mais on s'est quand même on s'est mis et avec nos partenaires, on a des balises à ne pas dépasser, c'est-à-dire on a des niveaux sonores, on a des niveaux de poussière, on a des niveaux de vibration à ne pas dépasser. Donc, c'est tout un élément qu'on va mettre en place et qu'on va faire un suivi et on va essayer d'être le plus transparent possible à ce que vous voyez aussi c'est quoi les niveaux qui sont atteints, etc. En plus de ça, tout ce travail-là d'aller chercher les données vont être fait par nos propres équipes. Donc, ce n'est pas une équipe, on va dire, d'un entrepreneur qui fait le travail, on le fait nous-mêmes. Autant tantôt, j'ai oublié de le souligner, là, mais toute la notion de mobilité, la notion de surveillance de la circulation et plus largement d'installer les cônes, les entraves qui vont être faites, ils sont faites par notre équipe, c'est-à-dire que nous, on a mandaté un entrepreneur qui va faire notre circulation et nos entraves. Donc, tous les panneaux, comment ils vont être installés, pour s'assurer que, comme nos chantiers, je l'ai dit, on en a 15 qui vont être mobilisés, que nos plans de signalisation, que nos chantiers se parlent. Pour pas qu'un détour envoie dans un autre de nos chantiers, qu'il y ait un autre détour vers un autre. Et en plus de ça, on parle avec la Ville de Montréal, avec les arrondissements, pour faire en sorte d'intégrer aussi leurs besoins, parce qu'ils vont avoir des travaux qui vont être faits, soit en urgence, ou des travaux qui vont être planifiés, parce qu'on va être là quand même longtemps. Tunnelier, rapidement, il y a des très beaux vidéos YouTube, là, mais un élément, c'est qu'il y a une roue de coupe à l'avant. La roue de coupe, elle gruge le roc
Et elle va sortir le roc par des convoyeurs. Les convoyeurs vont emmener le roc jusqu'à la station P9 où est-ce que ça va être sorti de terre à partir de la station P9. Et en même temps, il va y avoir des véhicules dans le tunnel qui vont apporter les voussoirs. Les voussoirs étant des morceaux de béton préfabriqués. C'est plein de petites sections d'anneaux qui vont venir créer le tunnel et le tunnelier avance de cette façon-là au fur et à mesure. Une vitesse environ, je vais dire 12 mètres par jour d'avancée. Donc, on est capable de vous savoir à peu près, à partir du moment quand on va le lancer, la progression, comment il va avancer. Il y a des secteurs, il va moins vite, des secteurs, il va plus vite, tout dépendant de la géologie. Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que le roc est plus raide? Etc. C'est tous les éléments qui vont venir dicter la vitesse du tunnelier. Maintenant, je vais passer la parole à Sarah qui va vous expliquer en plus en détail le secteur VIO. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. Donc, je suis Sarah Bédard Gioioni. Je suis directrice de projet sur le contrat principal du PLB. Pardon, j'ai échappé ma petite manette. Donc, je suis responsable du contrat qui s'occupe des excavations principales du projet, soit l'excavation du tunnel entre la station Saint-Michel existante jusqu'à la future station Anjou, les 3 premières stations, P9, Viau et Lacordaire, et nos 4 premières structures auxiliaires là, entre Saint-Michel et l'Angelier. Donc, aujourd'hui, pour nous, on travaille depuis plusieurs années là, à ce projet-là, puis on est très excités parce qu'il y a un jalon qui arrive, soit la venue de nos grands chantiers. On vient lancer nos grands chantiers de mise en œuvre dans les prochaines semaines. Je sais par contre que ça peut créer certaines préoccupations pour vous de nous voir arriver dans votre quartier. Donc, je suis ici un peu pour vous expliquer toutes les mesures qu'on met en place pour assurer là, qu'on ait une cohabitation harmonieuse au cours des prochaines années. Donc, partons. Vous voyez ici le secteur, dans le fond, VIO. Donc, c'est le site de la future station VIO. On est dans le cadran sud-ouest. Donc, sur l'ancien, le chantier principal va être principalement sur l'ancien site du restaurant McDonald's, justement. Donc, vous allez nous voir arriver dans le quartier à la fin septembre. On s'en vient. Ça va être assez progressif comme mobilisation. On va s'installer premièrement sur le chantier dans notre emprise privée. Puis on va commencer durant le mois d'octobre des travaux de préparation qui vont nécessiter un peu des entraves, mais ça va être des entraves partielles. Donc, on va venir sur la rue Cannes, sur la rue Terbois, sur Bonnard au sud. On va venir faire des petits travaux au niveau des trottoirs, assurer que les trottoirs, on ait de l'accessibilité universelle, donc adapter les trottoirs pour les chemins piétonniers là, qu'on va installer tout autour du périmètre du chantier. Donc, ça va durer environ 1 mois. On va venir faire aussi des petits travaux sur VIO. Comme je vous dis, aucune entrave complète, vraiment que des entraves partielles là, pour se permettre de travailler en sécurité. Donc, on va venir un peu empiéter sur les voies de circulation. Ça va être à la fin octobre que là, vous allez voir l'entrave complète au niveau de Jean Talon s'instaurer. C'est vraiment entre l'entrave complète, on la voit, là, c'est le périmètre du chantier est assuré en orange. Donc, l'entrave complète, elle va être à l'angle de Viau et Jean Talon jusqu'à la rue de Cannes. Donc, en faisant cette entrave-là, ça nécessite des changements au niveau des rues Terbois et Bonnard. Donc, Terbois va devenir à double sens, pardon, pour assurer, vu qu'ils perdent leur accès au niveau de Jean Talon. Au niveau de Bonnard, on vient mettre la circulation à un sens seulement. C'est pour ajouter du stationnement, en fait. C'est dans une stratégie qu'on voulait éviter beaucoup de diminuer le stationnement dans le quadrilatère là, du chantier. Donc, en venant faire un sens unique, puis en venant ajouter des espèces de stationnement en biseau, si je peux dire, là, vous allez pouvoir, là, il va y avoir moins de perte d'espace de stationnement. Donc, vous allez pouvoir avoir vos accès demeurés. Vous pouvez vous stationner plus facilement. Au niveau de ce que vous voyez en vert, en fait, là, en pointillé vert, ça, c'est les chemins piétonniers qu'on va instaurer tout autour du chantier. On en ajoute un d'ailleurs là, qui à date n'existe pas, mais qui est vraiment entre Bonnard pour avoir accès à Viau. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de lien qui se fait en ce moment, mais il va y avoir un chemin piétonnier. Donc, vous allez pouvoir traverser à des lieux là, sécuritaires là, avec une visibilité complète.
Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que bien qu'on vient entraver nos voies de circulation routière, les chemins piétonniers donnent les accès là, nécessaires. Fait qu'il vous est possible, à pied ou à vélo, de traverser le boulevard Jean-Talon là, à l'ouest de Viau, pardon, pour vous rendre là, vers l'ouest, là, à pied ou à vélo. Mais évidemment, en voiture, il va falloir passer par les détours qu'on va installer. Comme David l'a dit, entre la rue de Cannes, dans le fond, puis la 24e avenue, qui est le prochain chantier, qui est dans le fond le chantier à Pineuf, qui va être fermé aussi. La rue Jean-Talon va être accessible autant en voiture qu'à pied ou à vélo via les rues transversales là, qui croisent le boulevard Jean-Talon, là, la rue Jean-Talon, pardon, dans ce secteur-là. Donc, au niveau des commerces, je vous rassure, l'ensemble de vos commerces demeurent ouverts dans le quartier. On ne ferme aucun commerce, tous les accès demeurent. Même chose pour vos résidences. Il n'y a personne qui perd ses accès. C'est juste que, comme je montrais, si on est vraiment là, dans le périmètre du chantier, ça va être des accès piétons et non pas en voiture. On a travaillé, comme David a dit, avec une équipe de mobilité qui travaille avec nous, qui a vraiment une stratégie de mobilité globale, concertée. Elle s'occupe de faire une signalisation qui va être très claire. Donc, ça va être très facile dès le début du chantier de retrouver vos repères, de retrouver des nouvelles routines de déplacement. On s'assure que les détours soient optimaux. Là. Donc, entre autres, avec le chantier Viau, il va aussi avoir le chantier Pineuf qui va être en place. Donc, on évite là, d'avoir multi-détours. Là. On fait des détours qui sont efficaces et rapides. On collabore aussi avec les ordonneurs d'ouvrage et la Ville de Montréal là, pour s'assurer que notre stratégie de mobilité, là, elle prend en considération là, toute entrave qui peut arriver au cours des prochaines années. Et pour ce qui est des routes de camionnage, je tiens à vous rassurer à cet effet-là aussi. Les routes de camionnage, on vise des stratégies on oblige, dans le fond, on a imposé des routes de camionnage à nos entrepreneurs pour s'assurer qu'ils prennent des chemins là, qui nous conviennent puis qui ont été validés. Et on se limite, dans la mesure du possible, à du camionnage sur les axes principaux. C'est-à-dire qu'on limite au maximum la circulation locale. Les camions vont se circuler sur rues et boulevards là, qui sont déjà principaux et passants. Ensuite, bien, je vous le montrais, on instaure des passages piétons. Donc, c'est vraiment des passages piétons qui ont aussi été réfléchis puis pour assurer une sécurité en tout temps. Donc, c'est vraiment la sécurité au cœur de nos actions, là, pas juste pour nos travailleurs en chantier, nos signaleurs à l'extérieur, mais aussi pour vous, les résidents qui continuent à circuler dans le quartier. Il va y avoir maintenant une cohabitation avec des camions, avec un volume un peu plus important. Donc, on veut s'assurer que vous traversez, que vous circulez de manière sécuritaire. Donc, ça va être important de suivre les passages piétonniers qu'on va avoir clairement indiqués au sol. Ces passages-là, ces traverses-là vous assurent d'avoir vraiment une visibilité complète de vous, mais aussi les camions puis autres circulations, autres véhicules qui se déplacent, là, une visibilité de vous. Au début des chantiers, dès qu'on va commencer à avoir des entraves complètes, vous allez voir, on va demander des services de commercialisation policière, c'est-à-dire la police va venir assurer un peu la circulation au départ, juste pour s'assurer de gérer le trafic, d'adapter un peu, là, vu que tout le monde doit adapter vont changer un peu les routines de déplacement. La police va être là pour s'assurer que la circulation continue d'être fluide, puis pour s'assurer aussi que c'est sécuritaire puis qu'il n'y a pas de comportement dangereux là, au niveau des véhicules. À chaque entrée-sortie de nos chantiers, à Viau, il y en a 2 des entrées. Il y en a une qui se fait sur Jean-Talon, il y en a une qui se fait sur Viau. À chaque entrée-sortie, on va avoir des signaleurs qui, eux, vont coordonner l'entrée, la sortie des camions, qui vont la coordonner avec les véhicules, avec les piétons pour s'assurer que, justement, quand les camions sortent, c'est sécuritaire, qu'il n'y a pas d'obstacle. Et finalement aussi, l'accessibilité universelle, bien ça, je vous l'ai dit, c'est les premiers travaux qu'on fait. Donc, vous allez les voir très rapidement au niveau des trottoirs. Ça va être visible et ça va être accessible à tous là, autour du chantier avec aussi une signalisation qui est claire. Notre signalisation, on va la faire sur nos clôtures de chantier. Donc, il va y avoir des indications là, sur ces bannières-là qui vont venir là, ceinturer là, nos clôtures pour vous aider à vous déplacer puis à voir où vous devez aller.
Donc, j'en parlais tantôt, l'itinéraire de camionnage, ça, c'est vraiment du moment qu'on vient entraver Vio, ça va être le chemin qui est obligatoire pour nos camions. C'est-à-dire que, comme je vous montrais, bien, vous le voyez, hein, il y a l'entrée qui est vraiment à l'est de Vio sur Jean Talon, puis une entrée qui est un peu plus au sud de Jean Talon sur Vio. Donc, c'est une entrée, une sortie dans les deux cas. Donc, les camions vont pouvoir arriver. On essaie d'éviter les reculs de camions sur des chantiers. Donc, s'ils rentrent par Jean Talon, ils vont probablement sortir par Vio. Donc, quand ils arrivent de, si, mettons, je prends cet exemple-là, ils vont arriver de Provencher direction sud, vers Jean Talon, vont tourner sur Jean Talon, vont intégrer le chantier, puis vont ressortir sur Vio pour se rendre vers le nord. Donc, l'excavation, nous, qu'on fait, parce que c'est les premiers travaux qu'on fait, c'est de l'excavation de roc. Dans le fond, on vient creuser nos trous et les tunnels de station. Tout le roc qu'on va disposer, donc, dans le fond, qui va sortir de ces excavations-là, va être envoyé à la carrière Saint-Michel, qui est aussi appelée la carrière Francon pour certains. La carrière Saint-Michel, c'est un site qui appartient à la ville de Montréal. Donc, on lui fait don de ce roc-là pour qu'elle puisse l'utiliser par la suite là, pour ses projets publics. Donc, les camions vont partir par Vio pour se rendre vers cette carrière-là là, qui se trouve environ Jarry et Pineuf, là, un peu dans le quartier résidentiel, pas résidentiel, pardon, industriel, qui se situe à l'est de Pineuf. Il y a un itinéraire qui est temporaire, puis ça, je vous le dis, c'est le premier mois, là, juste pour, on donne un chemin alternatif pour les camions. Ça ne sera pas des trop gros camions, justement, parce que c'est vraiment plus, on est vraiment dans des travaux préparatoires. Ça va être plus les camions qui vont amener les installations de chantier, installations sanitaires et tout ça, là, tous les équipements qu'on a besoin là, en vue de nos travaux d'excavation. Donc, ce chemin-là, bien, il va demeurer. Il va être possible d'utiliser Provencher, il va être possible d'utiliser Vio, mais on donne aussi un chemin alternatif pour arriver par Michelet si le camion arrive de l'est de Jean Talon. Donc, il se dirige vers l'est. Il va prendre Michelet pour se rendre au chantier. Puis aussi, pourra, s'il arrive de Vio, pourra aussi prendre Bonnard, Pesley Pesley, peut-être, merci. Puis vers la station, là, puis après remonter sur Bonnard vers la station. Donc, ça, comme je vous dis, j'avoue que c'est une petite circulation locale, mais un mois maximum, puis vraiment, là, il n'y aura pas beaucoup. On n'est pas dans les travaux en soi, là, fait que le trafic ne sera vraiment pas très gros. On a parlé des structures auxiliaires. On ne vous montre pas l'emprise. L'emprise est vraiment, c'est rien comparé d'une emprise de station. Une emprise de chantier pour une structure auxiliaire, c'est vraiment petit. Ça va être une entrave partielle, même à Provencher. Ça sera même une entrave partielle seulement pendant une durée du travaux. Puis après, on va vraiment se concentrer c'est un stationnement, en fait, cette zone-là, là, où on est Provencher, Jean Talon. Donc, on va avoir notre structure auxiliaire, une des deux que je vous présente. Ça, c'est la première. Elle, justement, est en plein milieu d'un stationnement. Quand on va venir s'installer, faire notre emprise, on va empiéter un peu sur Provencher, mais durant les travaux, ça sera principalement l'emprise privée. On arrive là seulement en 2025. Donc là, pour l'instant, ça va être vraiment juste Vio. Idem pour notre autre structure auxiliaire qui, elle, est plus, on l'appelle la structure 3, là, qui est au coin de Delisieux. Mais en fait, elle est derrière l'église qu'on retrouve là, sur des deux Angevin. Alors, cette structure-là aussi, en 2025, on commence les travaux. Encore là, une petite emprise de chantier. Par contre, ici, en raison qu'on se trouve derrière l'église, là, on va venir faire une entrave partielle sur deux Angevin. Durant toute la durée des travaux. La durée est quand même sur quelques années, mais ça sera partiel. Donc, la rue, on peut continuer à circuler, mais on va perdre une voie de circulation là, pour pouvoir là, avoir l'espace de chantier nécessaire. Au niveau des bus, donc, comme David disait, il y a une voie réservée qui va être instaurée. Bon, il y a la 141 qui ne pourra plus circuler. Le chantier P9, l'entrave qu'on fait au niveau de P9 se fait dès la fin septembre. Donc, à Vio, ça se fait à la fin octobre, mais P9, ça va être déjà dès la fin septembre. Donc, les autobus vont déjà dévier à partir de la fin septembre. La 141 et la 372, là, qui est de nuit, va déjà commencer à dévier sur Bélanger. La déviation se fait à partir de la 19e, qui est à l'ouest de P9. Donc, si la 141 arrive de la station Saint-Michel, va descendre sur la 19e pour aller rejoindre Bélanger et va remonter à la rue Viau, dans le fond, ou au boulevard Viau, mais c'est à Viau. Donc, elle va remonter pour aller retrouver Jean Talon.
Par contre, quand on va entraver l'Angelier, là, ça va vraiment continuer vers sur Bélanger, puis là, la déviation va plus se faire au niveau de Viau. Au niveau de l'Est, la manière que ça va fonctionner, c'est que quand la 141 arrive de l'Est, elle va descendre Viau, va se rendre sur Bélanger, puis à la 30e avenue, va remonter vers le nord. La 30e devient Provencher pour ensuite s'en aller sur Everett jusqu'à la 19e pour retrouver, à la 19e, elle retrouve Jean Talon. Donc, on voit en rouge les arrêts qui sont déplacés et en bleu, les cercles bleus et blancs, que les nouveaux arrêts qu'on va instaurer pour que vous puissiez aller prendre l'autobus. Maintenant, au niveau de la 188 qui est Viau, elle continue sur Viau. Donc, dans le fond, au lieu de tourner à Jean Talon, va tourner à Bélanger. Et même chose, si elle s'en va vers la station Saint-Michel, va remonter la 30e Everett pour retourner à la 19e. Puis, si elle arrive, et vice-versa, si elle arrive de l'ouest. Maintenant, les mesures d'atténuation. Donc, on sait qu'un chantier de construction, un chantier d'excavation, ça génère certaines nuisances. Le but, nous, notre stratégie est toujours d'éliminer la nuisance à la source, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment, dès le départ, instaurer, à la source du bruit ou de la poussière, venir mettre des mesures qui permettent d'éviter, voire éliminer sa propagation. Comme exemple, pour le bruit, on va venir isoler des équipements qui vont être en chantier, qui peuvent générer du bruit. Exemple, une génératrice, on peut venir vraiment l'isoler. On peut aussi encabaner un peu des travaux qu'on va faire à ciel ouvert pour s'assurer d'un peu de protéger ces travaux-là pour justement éviter que le bruit se propage. Au pourtour du chantier, dans certaines zones du chantier où les travaux on juge qui sont un peu plus bruyants, on va instaurer des murs anti-bruit, des murs d'à peu près 4 mètres de haut. Donc, ces murs-là vont permettre vraiment de limiter la propagation du bruit, vont venir absorber le bruit au lieu qu'il se propage dans le quartier. On exige aussi que nos camions n'aient pas d'alarme de recul avec un son bip, 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 si je peux dire, mais plus un bruit blanc. Donc, un bruit blanc, c'est vraiment, ça ne sera pas perceptible dans le quartier. Là, loin de là, ça va être perceptible pour les gens qui sont autour du camion, qui, eux, ont la nécessité d'entendre ce bruit-là pour savoir, par mesure de sécurité, mais qui, quand on se promène au pourtour du chantier, on n'entendra pas le bruit, ce fameux bruit blanc-là. David l'a mentionné aussi, on a des règlements, dans le fond, au niveau du bruit, donc des limites de bruit qui sont imposées par règlement pour nos entrepreneurs, ce qui fait qu'on vient moduler les travaux au courant de la journée. Les travaux vont se faire là, en souterrain, peuvent se faire 24 heures sur 24 parce que le bruit, ça sera très, très peu perceptible à la surface. Mais au niveau du chantier en surface, les travaux vont être modulés. Donc, les travaux bruyants vont se faire de jour, toujours en respect des limites de bruit, en mettant nos mesures d'atténuation, mais vont se faire de jour. Les plus bruyants, comme ça se noie un peu plus dans le bruit ambiant du quartier. Puis, le soir et la nuit, il n'y aura que des travaux qui sont peu ou pas perceptibles en termes de bruit. Ça va permettre de ne pas briser le calme du quartier. Au niveau de la poussière, encore là, on met des mesures, des mesures d'atténuation. Donc, on élimine à la source en venant joindre des aspirateurs aux équipements qui génèrent de la poussière pour vraiment capter la poussière à la source et éviter qu'elle se propage dans l'air. En dessus de ça, on va installer des toiles qu'on appelle des toiles anti-poussière qui viennent capter la poussière sur le chantier pour encore là, assurer un niveau de qualité de l'air en respect des normes. Puis aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on met des stations de lavage, où on va laver nos camions avant qu'ils sortent du chantier. Donc, toute la poussière qui est générée sur le chantier, on s'assure de la mouiller, ce qui évite sa propagation. Comme ça, quand le camion sort sur les rues avoisinantes, il ne transporte pas la circulation, ne fait pas qu'il fait bouger la poussière. Idem au niveau des rues, on va les nettoyer. Donc, on va passer des camions qui vont nettoyer les rues avoisinantes pour s'assurer que la poussière qui est générée par le chantier soit encore une fois mouillée puis nettoyée. Donc, dans les deux cas, on va mettre une interface, on va avoir des instruments de mesure au pourtour du chantier, à l'intérieur même, mais aussi au pourtour du chantier pour s'assurer qu'on respecte les fameux
codes et règles et limites qu'on s'impose. Donc, ces données-là, on va vous les partager. On va mettre en place une interface web que vous allez pouvoir consulter au quotidien, dans lequel on va vous partager toutes les données qu'on a prises au courant de la journée. Puis, vous allez pouvoir voir l'évolution selon les travaux, qu'est-ce qui fait plus de bruit ou de poussière. Puis, ça va pouvoir probablement vous informer là, sur le déroulement du chantier. Ensuite, au niveau des vibrations, ça, c'est un autre aspect. On a d'abord, pour éliminer à la source, nos méthodes d'excavation, on les a déjà choisies pour s'assurer que nos vibrations soient limitées au plus possible. Donc, les vibrations viennent surtout de nos travaux d'excavation. En faisant du microdynamitage contrôlé ou de l'excavation mécanique, encore mieux, là, on vient vraiment limiter le niveau de vibration là, qui est généré par ces travaux-là. Ensuite de ça, les règles, il y a comme des règles de l'art qu'on doit suivre dans des travaux d'excavation. D'abord, on vient faire une inspection avant. On vient inspecter les bâtiments. Probablement, si vous vous trouvez dans un rayon de 75 mètres de la station, vous avez été visité par notre inspecteur qui est venu inspecter votre maison. Il fait une espèce de diagnostic, nous dire si le bâtiment il y a certaines fragilités qui nécessitent pour nous de porter une attention particulière à notre méthode d'excavation. Donc, si tel est le cas, on va adapter la méthode pour s'assurer d'encore moins faire de vibrations là, pour assurer de ne pas nuire, pas faire aucun dommage au bâtiment. Aussi, en travaux d'excavation, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir distribuer des détecteurs de monoxyde de carbone dans vos résidences. Ça va être fait au cours, les travaux d'excavation commencent juste en 2025, donc ça va être fait au cours des prochains mois, où on vient mettre ça en guise d'éliminer tout risque possible, mais juste pour mesure de protection. Encore là, ça va être selon les règles de l'art. Et finalement, on va suivre les niveaux de vibration en temps réel à tout moment dans le chantier pour s'assurer encore là qu'on respecte les limites et qu'on agisse, qu'on adresse là, les situations. Mais ces données-là là, vont être suivies par nos équipes et aussi par les équipes de notre entrepreneur. Donc, il va vraiment avoir un suivi rigoureux à cet effet-là. Je suis déjà rendue aux prochaines étapes. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je venais vous parler des travaux d'excavation. C'est vraiment ça, les premiers chantiers qu'on démarre. On va le démarrer à P9, vous allez voir dans les prochaines semaines. Vio, nos autres stations vont continuer. Ça va durer quand même quelques années. Là. Je veux dire, une excavation, c'est un gros volume qu'on fait d'excavation. Donc, il faut s'attendre à quand même quelques années de travaux. Ensuite, les travaux de bétonnage vont commencer, les travaux de construction, qu'on va dire. Donc, on vient bétonner nos infrastructures, construire vraiment l'intérieur de notre réseau, de nos bâtiments en souterrain, mais aussi, vous allez voir là, un peu plus tard, les bâtiments en surface s'ériger. Donc, on fait nos travaux de bétonnage, nos travaux d'architecture, électricité du bâtiment et mécanique du bâtiment. Ensuite de ça, en parallèle, on vient, quand nos bâtiments vont être assez avancés, on va venir installer nos équipements. Donc, pour opérer un métro, il faut, oui, notre infrastructure, mais il faut surtout des équipements majeurs, des équipements d'énergie, des équipements de ventilation, les équipements de voie, évidemment, pour que le métro puisse circuler. On va aussi amener beaucoup d'équipements de technologie qui permet d'assurer un contrôle de nos trains. Donc, tous ces systèmes-là vont être installés là, au fur et à mesure en parallèle des travaux de bétonnage, mais va se faire au courant des prochaines années encore là, pour se terminer par une période de test, de mise à blanc de cette dynamique. Donc, on fait ça par mesure de sécurité, s'assurer que tout ce qu'on est venu construire puis qu'on a installé fonctionne et fonctionne de manière sécuritaire puis est efficace. Là. Donc, ça va assurer à la mise en exploitation, donc à l'ouverture de nos stations, que les usagers vont pouvoir entrer dans un réseau de métro qui fonctionne et qui est rapide, comme on le désire. Donc, cette mise en exploitation-là est maintenant prévue en 2031. Oui. Ensuite, dans les dévoilements, un peu plus le fun qui s'en viennent, on a des annonces qui vont sortir là, de manière progressive. Donc, d'abord, on va venir annoncer les futurs noms de nos stations, puisque là, on utilise les noms des intersections, mais nos stations auront chacune un nom propre. Donc, c'est un comité de toponymie qui est responsable de faire cette sélection-là. Le processus est en cours. Aussitôt qu'on a ces fameux noms-là, on va venir vous les présenter. Il y a aussi la nomination du tunnelier qui va être dévoilée. Donc, il est coutume, dans des projets de construction majeurs, on va donner un nom à un équipement là, qui est vraiment clé dans un projet.
pour notre part, ça va être le tunnelier, là, qui est vraiment l'équipement clé. Donc, il y aura un nom. La coutume veut que ça soit un nom de femme, donc il aura ce nom. Ça aussi, on va vous le partager aussitôt qu'il est choisi. Maintenant, au niveau des concepts architecturaux, ben, vous savez, le métro de Montréal est vraiment reconnu à travers le monde pour avoir des stations avec chacune un concept qui lui est propre, avec un architecte, une équipe de conception dédiée. Donc, c'est le cas pour nos 5 prochaines stations aussi. On a chacun une équipe de concepteurs qui travaillent à élaborer un concept. Ils font ça d'ailleurs avec l'artiste qui a été désigné pour chacune de ces stations-là aussi là, pour développer une œuvre d'art qui vient s'intégrer dans ces concepts-là. Donc, nos artistes ont déjà été annoncés. Ça a été annoncé, je crois, l'année dernière, mais là viendra le dévoilement de nos concepts architecturaux pour voir nos futures stations. Donc, on est ici aujourd'hui, en fait, parce que vous êtes un peu une des clés du succès du projet. Le projet du prolongement, on le fait pour vous, hein, et non à votre détriment. Donc, c'est important pour nous de vous entendre. On vient ici, puis c'est pas la seule fois qu'on va vous rencontrer d'ailleurs, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse écouter vos préoccupations, puis que nous, on puisse s'ajuster en fonction de ça. Donc, justement, on va venir au fur et à mesure de l'avancement du projet, on va venir vous présenter des jalons importants qu'on franchit dans le cadre du projet. Soyez assurés qu'on va toujours faire preuve de transparence. S'il y a des mesures que vous nous demandez qu'on n'est pas capable de mettre en place, on va vous expliquer pourquoi, mais dans la mesure du possible, on va toujours s'ajuster pour assurer votre bien-être. Et aussi, bien, justement, on va coordonner nos actions autant avec nos partenaires de la Ville pour s'assurer que ce qu'on nous, on génère par notre présence dans le quartier, bien, certes, je peux penser entre autres au stationnement, mais on va le travailler en collaboration avec la Ville pour trouver des solutions là, qui soient arrimées et cohérentes. Donc, il y a divers moyens pour entrer en communication avec nous et que nous, vous allez nous voir. Vous allez voir, on est très présents sur le terrain. C'est vraiment un intérêt pour nous de vous rencontrer puis de vous rencontrer souvent pour voir comment le déroulement du chantier là, se passe pour vous. Donc, on a d'abord une équipe d'agents de liaison. Eux, c'est des agents de liaison. Ils ont vraiment un travail de proximité avec les riverains. Donc, les agents de liaison sont présents sur chacun de nos sites et sont déjà aussi présents. Ils sont déjà, même si on n'a pas les chantiers majeurs de démarrer, sont déjà présents dans le quartier. Vous les avez peut-être déjà rencontrés d'ailleurs. Ils vont vers vous et vous pouvez vous aller vers eux pour leur parler, échanger, partager vos préoccupations. Donc, vous allez voir, on va vous donner, il y a des contacts, des numéros de téléphone, adresse courriel pour les rejoindre. Les séances d'information comme ici, comme maintenant, puis il va en avoir d'autres, comme je disais, ça va être des bons moments pour nous pour échanger, pour se rencontrer, puis faire état un peu de l'avancement du chantier. Il y a des comités de bon voisinage qui vont être mis en place. Peut-être vous avez reçu d'ailleurs une invitation là, pour en faire partie. On essaie d'avoir différents représentants du quartier auxquels aussi vont siéger des représentants du projet. J'en serai d'ailleurs, j'y participerai d'ailleurs, puis ça va être des moments justement où on va s'asseoir ensemble, qu'on va parler du projet, qu'on va parler des enjeux, des impacts que ça génère pour vous, puis qu'on trouve ensemble les solutions qu'on peut mettre en place là, pour assurer une cohabitation harmonieuse. Aussi, bien, on participe à vos fêtes de quartier. Il y en a plusieurs. L'été, il y en a plus. Donc, vous pouvez nous voir. La photo, d'ailleurs, c'est nos collègues qui y sont tout en bleu pour vous accueillir. Et finalement, bien, il y a différents types de communications qui vous sont envoyés. Vous allez continuer à en recevoir selon la nature des travaux qu'on fait. C'est des feuillets informatifs. Ça peut être un peu plus spécialisé ou dirigé, ou ça peut être des communications un peu plus générales, mais du moins, c'est des communications qui vous assurent là, d'être tenus au courant tout au long du projet. D'ailleurs, D'ailleurs, voici les divers moyens qu'on a mis en place pour vous tenir informés. Donc, on a un site qui est le projet Ligne Bleue. Ça, c'est vraiment un site où on va afficher toutes les informations générales du projet, les informations même spécifiques. C'est d'ailleurs la séance d'aujourd'hui va être diffusée sur ce site-là si vous voulez la réécouter. Sinon, il y a des bulletins électroniques qui vont être envoyés par courriel. Vous pouvez vous ajouter à la liste d'envoi d'ailleurs sur le site web du projet Ligne Bleue pour recevoir ces bulletins-là. Vous avez le numéro de service
à la clientèle, justement, si vous avez un enjeu, vous devez l'adresser rapidement. Vous cherchez un contact direct. Voici le numéro de téléphone à joindre. Et finalement, notre équipe d'agents de liaison a aussi une adresse qu'on va pouvoir vous partager. Je croyais qu'elle est affichée, mais peut-être elle doit être sur un des pamphlets qu'on vous partage. Donc, c'est une adresse courriel qui est dédiée à notre équipe d'agents de liaison qui, eux, vont la prendre là, puis vont vous répondre là, le plus rapidement possible. Donc, ça fait le tour pour moi. J'espère sincèrement avoir répondu à la majorité de vos préoccupations. Je vais laisser la parole à Marie-Annick, puis on pourra traiter de vos questions maintenant. Merci. Merci Sarah, merci David pour votre présentation. C'est super. Maintenant, nous allons aborder la période de questions. Alors, je vais donner quelques consignes. Tout d'abord, pour les personnes dans la salle, nous vous invitons à vous présenter au micro qui est là pour poser vos questions. Il y a également un micro mobile qui est disponible de ce côté si vous avez de la difficulté à vous déplacer. Donc, pour la période de questions, nous vous demandons de vous nommer, d'indiquer le secteur où vous demeurez. Pas besoin de donner votre adresse ni votre numéro de téléphone, rassurez-vous. Et ensuite, poser vos questions. Vous pouvez poser une question et une sous-question sur le même projet. Si vous avez d'autres questions, on va vous demander de refaire la file pour laisser la chance au plus de gens possible de s'exprimer, de poser leurs questions. Nous allons aussi privilégier les questions en lien avec le projet. Et si vos questions s'adressent aux partenaires du projet, elles vont leur être transmises et ils vont s'assurer de faire un suivi auprès de vous. Si vous avez une préoccupation personnelle qui touche, par exemple, votre résidence ou votre commerce, nous vous invitons à la fin de la rencontre à vous rendre à la table d'accueil, à donner vos coordonnées et on fera un suivi individuel avec vous. Pour les personnes en ligne, comme mentionné tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions avec l'icône questions et réponses au haut de votre écran. Si une même question est posée à plusieurs reprises, elle ne sera posée qu'une seule fois en public. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Cependant, si la question que vous avez posée n'a pas été adressée, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle du projet Ligne Bleue et un représentant du projet fera un suivi avec vous. Alors, nous allons débuter dès maintenant la période de questions. Nous allons alterner entre 2 questions en présence et une question en ligne. Alors, allons-y avec une première question. Bonjour, moi, Mme Vézina. Je demeure sur la rue Cannes, au coin de Bonheur. Je suis à l'intérieur de la zone rouge. On est quelques résidents moi, je suis là depuis 32 ans. On est quelques résidents qui sont vraiment là à l'intérieur. Ils sont venus inspecter et tout. J'avais 2 questions. La première, vous m'avez rassuré. Vous avez dit qu'il va sûrement avoir, parce que nous, on va vraiment là, être à l'intérieur vous allez mettre un mur anti-bruit, si possible. Donc ça vient régler un des grands problèmes qu'on avait, une grande peur qu'on avait. La deuxième, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier vraiment la coopération de la STM. Parce que moi, je fais partie du comité du bon voisinage depuis que ce comité-là a été mis en place, et je dois féliciter la STM parce que jamais on a refusé d'examiner une question d'un citoyen. Donc, vous avez mon entière félicitation. Ma question concerne, là, la rue Jean-Talon va être fermée. Naturellement, c'est très logique qu'il va y avoir des voies qui sont déjà été construites là, sur Bélanger. C'est très logique. Par contre, comme nous, ce n'est pas des maisons individuelles. La rue Cannes et la rue Bonheur, c'est des blocs appartements de 13 logements ou des édifices de 7 logements, un à côté de l'autre. Donc, beaucoup de locataires. Il y en a qui exagèrent. Il y en a qui ont 2 et 3 autos par logement. On le sait. J'avais demandé parce que durant les travaux préparatoires, ça a été l'enfer. Les mamans revenaient de travailler, surtout l'hiver, elles revenaient à 5h, 5h30, 6h avec les enfants dans l'auto à faire des 4, 5, 6 rues pour se trouver un endroit pour stationner.
disons que ça a été l'enfer. Là, automatiquement, les gens de la rue Bélanger, et j'ai les photos à l'appui, j'ai les vidéos à l'appui, la rue Bélanger, le jour, les gens des condos sur Bélanger, près de la 35e et tout ça, c'est toujours rempli à capacité d'auto de stationner. Donc, on sait très bien, ça fait 32 ans que je suis là, les gens viennent se stationner sur Cannes et sur Beaunard. Ma demande à la Ville, que j'ai les courriels, j'ai les réponses du conseiller municipal d'il y a 1 an et demi, on avait demandé, nous sommes prêts à payer une vignette temporaire pour un par logement, pas 2, 1 par logement, pour donner une chance à tout le monde avec justement, comme vous avez dit, stationner comme ça, pour donner au moins une chance aux gens qui sont autour, parce qu'on ne parle pas de quelque chose de temporaire, là. On parle de quelque chose de permanent pendant des années. On ne peut pas faire subir ça à des mamans puis à des papas qui arrivent de la garderie après une journée de travail, c'est impossible. On m'avait répondu à la Ville que c'était impossible, que ce n'était pas dans les directives de la Ville, que les vignettes seraient placées après que la station. J'ai dit, ce n'est pas après la station, c'est maintenant, le temps que les travaux se font, c'est là qu'on a besoin d'aider les citoyens, payeurs de taxes, qui demeurent autour. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité de demander à la Ville de Montréal de faire quelque chose qu'on peut avoir des vignettes, 1 par logement, on est prêt, tout le monde est prêt, tout le monde du quartier est prêt à la payer, la vignette, avec des stationnements comme ça pour donner une chance. Parce que là, quand l'agent va arriver de travailler, les gens des condos sur Bélanger, là, ils vont tous être venus prendre les places. Parce que c'est jusqu'à 19 h. Fait que la maman qui arrive à 5h30 avec ses bébés, là, l'hiver, elle va aller stationner où? Elle ne peut pas, parce que toute la rue Bélanger, il n'y aura pas de stationnement. Donc, tous ces gens-là, comme je vous dis, j'ai des vidéos à l'appui de toute la rue Bélanger, comment c'est stationné dans le jour. Ces gens-là vont s'en venir sur Cannes et sur Beaunard. Donc, votre question, madame, si on comprend bien, c'est est-ce que c'est possible de demander à la municipalité, à la Ville, de disposer de vignettes temporaires? Est-ce que c'est bien votre question? C'est bien ma question. 1 par logement, Pour que quel les gens secteur? soient prêts à payer une vignette temporaire. Et je vous avoue que les citoyens du coin n'accepteront pas un refus de la part du conseiller municipal comme ils nous ont fait l'année dernière. On comprend votre préoccupation, puis vous n'êtes pas la première à le mentionner. On a vu aussi des questions qui ont un lien avec ça. Juste pour vous dire, on est en constante discussion avec la Ville-Centre et avec l'arrondissement sur ces problématiques-là. Puis on va regarder avec eux la solution qu'on peut mettre en place pour qu'elle soit la meilleure pour tout le monde. Mais on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non, on va l'étudier, mais c'est une des solutions qui est mise sur la table, là. Mais je pense que ce qui est important, c'est de commencer à mettre le chantier en place, puis de voir un peu comment les gens vont réagir autour et aussi comment ça va se replacer, là. Je pense qu'il ne faut pas agir dans la première semaine, mais on va être là, puis les comités de bon voisinage sont là, puis on est en constante discussion avec autant l'arrondissement que la Ville-Centre, là, puis on a un très bon travail de collaboration avec eux, là. Merci. Merci Merci pour votre question. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Mon nom est Mme Riccini. Je demeure au coin de Viau et Jean Talon, donc juste en face de mon ancien McDo. Ma question était la suivante. Vous avez mentionné tantôt qu'il restait seulement qu'un bâtiment à détruire. Et je me demandais qu'est-ce qui arrive avec l'immeuble au coin de la Cordaire, qui était une ancienne clinique. La Cordaire. Oui. Oui, Pharmaprix, et dans le moment, elle n'a pas été nommée comme quoi qu'elle devait être démolie. Non, à court terme, on ne la démolit pas, on va l'utiliser pour nos travaux. C'était, en fin de compte, le bâtiment il avait été acquis pour un lien avec le projet structurant de l'Est. Présentement, comme le projet structurant de l'Est n'est pas encore allé de l'avant, on garde le bâtiment pour autant nous s'en servir pendant les travaux. Puis après ça, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'il va être déconstruit après ou on va le remettre en location? Toutes les opportunités sont devant nous encore. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas une sortie de métro à cet endroit-là? Pas pour l'instant.
Mais en fin de compte, on a protégé l'avenir. C'est-à-dire que si un jour il y a un autre mode intermodal qui vient rejoindre, ça nous fait un endroit pour le rejoindre. Vous comprenez que le terrain où était le McDonald's est assez immense. Je voulais savoir si vous saviez s'il y aurait autre chose sur ce terrain qu'une sortie de métro. Sur le terrain, présentement, on va faire une station et à côté, il va y avoir un parc sur une des portions. Là. En fin de compte, il y a une portion qui va être aménagée. Je ne veux pas utiliser le terme, on va utiliser place que Espace parc, vert. espace vert. Oui. Merci. Merci pour votre question et pour la réponse. Nous allons maintenant prendre une question en ligne avec Cynthia de notre équipe. Bonjour, je serai la voix du fil de discussion. Nous allons alterner entre les questions posées dans le fil de discussion Teams et celles qui ont été adressées dans le formulaire au moment de l'inscription. On a une première question. Quels sont les horaires des travailleurs? Vont-ils travailler le samedi, le dimanche? Et est-ce que les chantiers cesseront l'hiver? Je peux y aller. Donc, les travailleurs, ça va dépendre de la nature des travaux. Les premiers travaux, les travaux préparatoires, ça va être majoritairement de semaines de 7 heures à 5-7 heures le soir, donc des horaires un peu plus standards. Mais du moment qu'on rentre dans des travaux d'excavation, il va y avoir des horaires du lundi au samedi. Donc, le dimanche va être congé. Les travaux souterrains, eux, comme on disait tantôt, vont se faire en continu. Donc, ça va être du 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, finalement. Donc, Pour les puis il y avait une autre question. Hein? travaux d'hiver. Ah oui, non, il va y avoir des travaux durant l'hiver. Là. Le chantier va être en continu à l'année longue pour les prochaines années, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une question en salle? Donc, dans ce cas, nous allons poursuivre avec les questions en ligne. Et si toutefois il y a des questions en salle, levez la main et on alternera comme on avait mentionné tout à l'heure. Quand sera la fin des travaux? La mise en exploitation est prévue en 2031. Merci. Donc, on peut poursuivre avec les questions en ligne, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Qui s'occupera du lien avec les citoyens durant les travaux pour s'assurer que l'information circule toujours bien auprès des riverains et des commerçants du secteur? Bien, ça va être nos agents de liaison principalement, mais on a multi-canaux, de communication là, qu'on a mis en place. Donc, pour les riverains directement, s'ils ont besoin d'un contact immédiat, c'est avec nos agents de liaison. Puis sinon, toutes les informations là, vont sortir sur nos plateformes web et bulletins électroniques. À moyen terme aussi, ça va être de mobiliser vraiment un agent de liaison avec un horaire fixe à un endroit. Puis là, présentement, ce qu'on vise, c'est au centre d'achat, le boulevard, puisqu'on a des locaux là-bas. Et possiblement aussi dans le bâtiment qu'on parlait, l'ancien Pharmaprix au coin de l'accordage Jean Talon, pour avoir vraiment un lieu où est-ce que les gens peuvent aller directement voir les agents de liaison dans un horaire précis. Merci. Est-ce que l'aménagement de la future station Vio respectera l'environnement, c'est-à-dire pas de condos, mais des services aux citoyens? En réalité, la station va être implantée, tantôt comme on le mentionnait, dans vraiment l'ancien endroit du McDonald's. À côté, il va y avoir un espace vert. Mais les restants des espaces, en fin de compte, au pourtour, donc les espaces qui sont déjà aménagés vont rester tels quels. Nous, on fait juste vraiment aller réaménager notre l'îlot qu'on est en train de construire, en espérant répondre à la question. Comment vous assurez-vous de ne pas dépasser les délais? En réalité, on a refait l'échéancier pour aller vers vraiment déposer le dossier d'affaires donc au gouvernement, aux bailleurs de fonds. On est arrivé vraiment avec un budget, avec un échéancier solide, avec tous les éléments qu'on a regardés. On avait les études devant nous, on avait déjà du passé, on avait passé la pandémie, etc. Donc, tous ces éléments-là nous ont permis d'arriver à affirmer que la date de 2031, elle est plus que réaliste. C'est vraiment, puis on voulait vraiment arriver avec des vraies dates, pas avec des dates qu'on allait repousser. Donc, c'est vraiment une date à laquelle, s'il n'y a pas de pépin majeur, puis quand ce qu'on entend par pépin majeur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, on va dire, dans
géologie, mais on a fait tellement de tests. Il faut vraiment que ça vienne du champ gauche pour dire qu'on va dépasser cette date-là. Donc, on enchaîne avec les questions en ligne pour le moment. Merci beaucoup de la transparence offerte, c'est très apprécié. Puisqu'il y aura des entraves sur Jean Talon, est-ce que la Ville en profitera pour implanter le rêve Jean Talon? Je ne sais pas, on a quelqu'un de la Ville qui pourrait répondre encore plus que moi, là. On a Tatiane qui est de la Ville. Oui, bonjour. Moi, c'est Tatiane Palu, je suis à la Ville-Centre de Montréal. Et effectivement, bien sûr que la Ville, elle va profiter de l'occasion pour travailler. On travaille en ce moment avec une équipe déjà sur les réaménagements de la rue Jean-Talon, en fait. Et notre objectif, c'est en parallèle aux travaux de prolongement de la ligne bleue, être présent, pouvoir vous livrer une Jean-Talon aussi qui va être réaménagée avec des nouvelles infrastructures, en parlant vraiment infrastructures souterraines et aussi, bien entendu, en surface. Fait que vous allez avoir de nouvelles sous peu, je dirais, là, parce qu'on travaille présentement sur les projets pour vous informer des prochaines étapes, de qu'est-ce qui s'en vient et toutes les, disons, la continuité de ces projets. Puis pour bonifier, nous et la Ville, donc l'équipe de Tatiane, on est en constante discussion pour s'assurer d'être coordonnés dans nos actions. Merci. Une autre question. Est-il possible de préciser ce qu'on entend par optimisation des routes de camionnage? Que veut-on dire quand on parle de limiter autant que possible? Mais en fait, on a limité nos entraves autant que possible, donc limiter les détours. Mais au niveau des routes de camionnage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité, d'abord en utilisant la carrière, on limite le kilométrage. Donc ça, c'était vraiment une solution importante pour nous, là, de limiter le transport des camions, donc la route qu'ils font. Puis, en les maintenant seulement sur les grands axes, on s'assure aussi d'optimiser nos chemins là, pour qu'ils soient le plus sécuritaires possible. Merci. Est-ce que les travaux à la structure auxiliaire 2, Jean Talon-Provencher, auront une incidence sur les activités du parc à chiens qui s'y trouve? Non. Non, le parc à chiens demeure maintenu. On est d'accord. Oui. Pensez-vous faire des stationnements pour les personnes âgées et à mobilité réduite dans le secteur? Comme mesure de mitigation. En réalité, un coup qu'on va mettre en place nos mesures telles que la voie réservée, etc., après ça, on va regarder c'est quoi les enjeux. On a aussi, déjà là, faut le nommer, là, l'adjudicataire va mettre en place des stationnements pour ses travailleurs qui vont faire en sorte qu'ils n'iront pas trop cannibaliser d'espace à l'extérieur du chantier. Mais présentement, c'est une mesure qu'on pourra analyser lorsqu'on va voir vraiment le besoin. Merci. Quel est le pouvoir de ces agents liaison? Rapporter de l'information et qui prendra une décision? Bien, les décisions sont concertées, mais c'est l'équipe projet, la direction du projet Ligne Bleue là, qui va pouvoir prendre les décisions, mais en collaboration avec ses partenaires. Puis, Encore là, ce qui est important de nommer, Sarah, tu es en direction de Oui. projet et tu es sur le comité bon voisinage. En Donc, plus. il va quand même avoir un certain poids. Donc, je serai fais là. partie des décideurs. Merci pour la réponse. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le rôle des agents de liaison? Bien, les agents de liaison ont vraiment un rôle de proximité, ce qu'on appelle. Donc, ils sont sur le terrain, ils viennent vous rencontrer, ils viennent vous écouter, ils viennent nous rapporter, ils sont un peu vos voix pour nous, les équipes projet, parce que oui, on a notre comité de bon voisinage, on a plein de moyens de se parler, mais dans le quotidien, ils vont être là vraiment pour c'est ça, écouter les préoccupations, les impacts, les enjeux qu'on doit adresser, les plaintes, n'importe quoi, n'importe quel message que vous voulez communiquer à l'équipe du projet.
par l'agent de liaison, ça va être un moyen rapide et efficace de le faire. L'agent de liaison a accès à tous les gens de notre équipe. Donc, c'est-à-dire, si la question est plus d'ordre avec, on va dire, les déplacements d'autobus, bien, il va faire le lien puis il va aller parler avec les gens des réseaux. Si c'est par rapport à une problématique de nuisance sonore, etc., il va aller directement, on va dire, peut-être au surintendant du site. Donc, il est capable d'adresser plus facilement à la bonne personne au lieu de se promener dans, on va appeler ça, dans la maison d'Astérix. Merci pour la réponse, c'est pour moi. rassurant. Le matin, beaucoup de véhicules circulent vers le sud sur Viau. Avec la fermeture de Jean Talon et la circulation d'autobus sur Bélanger, les gens voudront gagner du temps en tournant à droite sur la rue Viterbe. Cette rue est courbe et notre école se trouve cachée au bout. Quelles mesures sont prévues pour limiter la circulation sur la rue Viterbe? À travers, comme au début je mentionnais, là, puis on a vraiment un contrat qui va couvrir nos enjeux, puis toute notre notion de circulation, donc pour mettre les cônes, etc. Et à ce contrat-là, on a rajouté des éléments qui sont des mesures, on va dire, d'atténuation. Donc, si à un certain moment, on voit qu'il y a une problématique dans un quartier, où est-ce qu'il faudrait mettre, on va dire, un panneau indicateur de vitesse, pour sensibiliser les gens ou aller mettre des dos d'âne temporaires. C'est des éléments qu'on peut faire quand même assez rapidement selon les situations. Donc, on va vraiment avoir des équipes. En plus de ça, on a des surveillants, on a des gens en véhicule qui vont arpenter le secteur pour voir ces éléments-là, pour être capable de réagir quand même rapidement. Et encore là, je le répète, on est en constante discussion avec la ville et l'arrondissement sur ces enjeux-là parce que les mesures qu'on va mettre en place, il faut qu'ils soient mis de façon concertée. Merci. Les résidents près des chantiers auront-ils accès à leur stationnement? Oui. Bien, les stationnements privés, j'imagine. Là, après les stationnements sur rue, il y en a qu'on va enlever en raison des entraves, mais sinon, là, tout ce qui est accès aux résidences, là, c'est maintenu en tout temps. Merci. À quelle date vont commencer les travaux à Viau? Donc, comme je disais, on va se mobiliser à la fin septembre, mais ça va être une mobilisation partielle, progressive. Au cours du mois d'octobre, on va faire de plus en plus de travaux et l'emprise de chantier totale va être faite à la fin octobre. Est-ce que vous allez inaugurer la station Viau une fois qu'elle sera terminée ou on va attendre que toutes les stations soient prêtes? En réalité, le but, c'est de faire l'inauguration des 5 stations. Il faut comprendre que les trains, il faut qu'ils se rendent jusqu'à la fin. Premièrement, le garage est à la fin. Et en plus de ça, on a le changement de direction qui se fait à la station Anjou. Donc, le but, c'est pas de mât dégradé, c'est avec les ascenseurs, les escaliers mécaniques, tout le pataclan, tout en même temps. Pour l'autobus 141 Jean Talon qui va circuler sur Bélanger, est-ce qu'ils vont ajouter plus de bus ou en enlever? On a la chance d'avoir quelqu'un réseau aujourd'hui, donc je passerai la parole à notre spécialiste. Encore là, la question est pointue, donc on a un spécialiste pour ça. Bonjour à tous, François Tressier, je suis conseiller en gestion des réseaux, donc j'ai travaillé entre autres sur le projet de la voie réservée, mais aussi sur les détours bus pour assurer une accessibilité au quartier, mais aussi une accessibilité est-ouest là, pour l'ensemble des utilisateurs du transport collectif. En ce sens, l'axe Bélanger n'aura aucune diminution de service là, prévue sur la 141 ni sur la 95. Bien évidemment, là, on suit les fluctuations d'achalandage pour être en mesure de répondre convenablement aux besoins de la clientèle. Merci. Une autre question bus. Qu'adviendra-t-il du bus 131 sur le boulevard L'Assomption? Je la prends chaque jour à partir de Jean Talon jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour mon travail. Donc, la 131, elle a deux variantes de parcours, un en pointe, un hors pointe, donc une qui se situe du côté est et l'autre de côté l'ouest de l'accordeur. Le côté est, on est en train de regarder les possibilités là, pour rabattre le service puis le maintenir à cet emplacement. Par contre, si on est incapable de le faire, l'option là, de la rabattre à son emplacement en période de pointe, donc à l'ouest de l'accordeur, va être celle qui va être privilégiée. Donc, aucun impact au niveau du service qui va être offert. Mais tout simplement là, du terminus du bout de ligne du circuit. Merci. Comme il y aura une voie réservée sur Bélanger et que le camionnage y est déjà dirigé,
Avez-vous envisagé d'autres alternatives, considérant qu'il n'y a que Provencher comme voie de passage vers la section Jean Talon? Là, on parle du camionnage. Oui, le camionnage ne passait pas par Bélanger, par contre, mais on peut remonter le chemin de camionnage. Pardon, j'y arrive. Le voici. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que le camionnage, il passe par Provencher et par Jean Talon pour revenir sur Viau. On le maintient vraiment aux axes. Il n'ira pas sur le boulevard ou sur la rue Bélanger, là, entre autres en raison de la voie réservée. Je crois qu'on générerait un peu de trafic. Mais je pense que la question est plus de savoir que nous c'est vraiment le camionnage qui est en lien avec notre chantier. Oui. Okay. Mais effectivement, pour le camionnage sur Bélanger, je crois qu'il est permis. Et je dis ça avec une certaine... je crois. Non, on me mentionne que non. Fait que la bonne nouvelle, que non. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de camionnage sur Bélanger. Merci pour la réponse. Merci à vous. Est-ce qu'on est rendu à un point de non-retour s'il y a un changement de gouvernement? Oui. On aime répondre, puis on le maintient que ça va se faire, ces 5 stations, les gros contrats sont octroyés, on va de l'avant. Vous allez le voir dans les prochaines semaines, ça va être du concret. C'est plus qu'un non-retour, ça va de l'avant, puis on a le vent dans les voiles. Est-ce que je pourrais me rendre à pied et en voiture au commerce entre Viau et Pineuf sur Jean Talon? Oui, c'est comme je disais, entre la 24e et Cannes, ça va être accessible par les voies routières là, via les rues transversales, mais il y a toujours accès en tout temps là, sur tous les commerces de Jean Talon. Si c'est devant les chantiers, ça va être via les chemins piétonniers qui vont être installés. Merci. L'intersection Provencher et Everett ne comporte pas de feu de circulation. Cette intersection est parfois très problématique quand il y a beaucoup de circulation. Est-ce que des mesures spéciales sont prévues à cet endroit? En fin de compte, ce qu'on va faire, c'est un coup qu'on va mettre en place nos détours, la voie réservée. Après ça, comme on le mentionne, puis je vous le dis, ça va être très important qu'on soit capable de regarder comment le secteur va réagir. Mais après ça, on a des mesures d'atténuation. Puis encore là, on peut aller jusqu'à aller mettre des feux de circulation temporaires si on voit vraiment un besoin. On a déjà ça, on va dire, dans notre poche d'en arrière, dans nos contrats, de prévoir ces éléments-là. Encore là, de concert avec la ville et l'arrondissement. Merci. Nous avons un commentaire. Peut-être que vous pourriez élaborer un peu sur le sujet. Nous sommes très sensibles aux risques associés aux modifications constantes de la signalisation dans le secteur qui augmentent les possibilités d'accidents. Nous souhaitions qu'il y ait une stabilisation de la signalisation. Un élément qui est très important, c'est qu'on s'en va mettre en place le chantier en une grande phase et après ça, la phase ne bougera plus. Donc, la signalisation qui va être mise en place, ça ne sera pas comme plein de phases une après l'autre qui vont tout le temps changer. On s'en va mettre en dedans d'une semaine sur chacun des sites la signalisation, on peut dire, qui va être temporaire pour les années à venir. Merci. Pouvez-vous nous préciser les dates approximatives de fermeture pour Pineuf, Lacordaire et L'Angelier? Pour Pineuf, la fermeture va se faire autour du 25 septembre prochain, donc dans une semaine. Lacordaire, ça vient en 2025. Je n'ai pas la date exacte, mais ça ne sera pas avant le printemps, là, minimalement 2025. L'Angelier va se faire, par contre, là, aussi vers la fin octobre, là, un peu en parallèle de Viau. On vise le 25 octobre également pour l'Angelier, mais encore là, la date, elle pourrait bouger de quelques journées. Puis là, on parle de l'entrave complète. Avant ça, il va y avoir autant à l'Angelier des entraves partielles, puis il y aura des travaux de préparation avant la grande entrave. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'au bout de la station Anjou, il pourra y avoir un lien de correspondance vers la ligne verte? Nous, notre portée, c'était de réaliser 5 stations, mais je vais utiliser le terme en préservant l'avenir. Donc, c'est-à-dire que la façon que la 5e station est faite à Anjou,
on pourrait un jour continuer le métro à cet endroit-là pour aller soit rejoindre la ligne verte ou aller, on va dire, plus loin, on va dire, dans l'est. Donc, on a préservé l'avenir avec la façon que le terminus est fait. Mais Merci. présentement, ce n'est pas dans nos plans, ce n'est pas dans notre portée. Merci. Je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question. On peut peut-être aller vous porter le micro. Ce ne sera pas long. Oui. Oh, je pense que Ben ça va nous, peut-être mais être mieux peut-être, pour les gens la en ligne captation, vous entendez avec le pas. micro. Merci. Bonsoir. Il y a plusieurs années, puis j'ai tout le projet, là, il y avait un autobus, ça ne serait pas le métro, ça serait un autobus express de Anjou à Versailles qui était prévu. Que les gens qui sont là, la TELA, les condos, etc., sont, en tout cas, connaissent ça, là. Vous n'avez pas changé d'idée, hein? Non, mais on va en fin de compte, nous, le projet ne changera pas, mais on a quelqu'un des réseaux qui peut peut-être nous donner l'information par rapport aux deux points de jonction. Donc, comme vous le savez, c'est quand même un secteur qui va être en changement. Donc, l'arrivée du terminus Anjou, la présence du terminus à Radisson, Honoré-Beaugrand, donc c'est certain qu'il va y avoir un transfert modal qui va être possible là, à l'ouverture, là, puis qui est identifié en autobus. Donc, on maintient quand même l'accès là, pour rejoindre facilement l'ensemble des stations, de la même façon qu'on a déjà le réseau sur la ligne verte, puis la future ligne bleue qui va se faire via les grands axes qu'on connaît déjà. Donc, c'est des scénarios qui sont à l'étude par les équipes de développement puis qui vont être faites puis qui vont être présentés dans le futur. C'est ça. C'était un lien avec les futures habitations des deux centres commerciaux. Exact. Fait que c'est toujours à l'étude par les équipes du développement du réseau. Donc, on travaille en proximité avec eux pour s'assurer que les infrastructures répondent aux besoins à ce moment-là. Merci pour votre question, votre réponse. Une autre question dans la salle, bien sûr, on va la prendre. Comme je l'expliquais tantôt, je demeure Jean Talon-Viault. La rue Viault est dans un état lamentable en ce moment, avec tous les camions qui vont passer un peu plus. Mes fenêtres, moi, sont sur le côté de Viault. Alors, à 5 heures du matin, la rue a tellement besoin d'être refaite. Tous les camions qui passent, ça fait un bruit infernal qu'on entend jusqu'au 6e étage. Alors, je me demandais si la Ville avait prévu de l'arranger un peu avant qu'il y ait tellement de camions qui vont passer dessus. Donc, c'est une question qui s'adresse plus à la Ville peut-être, mais peut-être Plus que à la vous pouvez- Ville, mais encore là, on pourra regarder avec eux, ça serait quoi la date qui était prévue, etc. Là, mais on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, c'est toujours par rapport au calendrier des travaux, etc. Mais on prend en note l'enjeu. Merci. On va prendre une autre question dans la salle, puisqu'on en a pris plusieurs en ligne. Encore moi. Oui. J'ai oublié de vous demander, pourriez-vous vous nommer puis mentionner l'endroit où vous demeurez, s'il vous plaît? Mon nom? Bon, Christiane Bergeron. Enchantée. Pour ce qui est de la rue, je ne vais pas décourager madame, là, la rue et les feux de circulation, c'est comme quelqu'un que je connais à la ville, là, ça ne sera pas fait avant. Parce que on ne peut pas arranger un feu de circulation avant que ça soit fait au complet, la rue. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas comment, vous pouvez vérifier au poste de police, le nombre d'accidents puis de blessés qu'il y a eu au coin de Viault et Jean-Talon, au niveau des piétons. Puis là, on n'a pas beaucoup de cyclistes encore. Là. On vous parlait d'une piste cyclable aussi. Ça fait que... Est-ce que vous avez une question? Non, c'est juste pour répondre à madame. Avant de faire l'asphalte, je pense que ça va prendre du temps. Puis changer les feux de circulation aussi. Bien, Je ne veux pas être défaitiste, là, mais... J'aimerais quand même spécifier qu'un feu de circulation, la programmation peut être changée. Nous, on a des équipes qui peuvent s'occuper de modifier la programmation des feux pour qu'un soit plus long, etc., par rapport aux besoins, par rapport à la fluidité du trafic ou par rapport à des éléments comme de donner priorité dans un sens, etc. Donc, tous ces éléments-là sont sur la table, puis ça peut être fait quand même rapidement. Là. Je vous le dis, là, on parle de jours et on ne parle pas de mois ni d'années, mais c'est très court terme. Comme rajouter un feu temporaire, ça peut être fait rapidement à partir du moment qu'on voit qu'il y a un réel besoin, qu'une étude ou qu'une analyse est faite pour prouver qu'il y en faut un. Parce que ça a été parlé souvent à l'hôtel de ville avec les conseillers de ville, d'arrondissement, puis ça n'avait jamais été fait. Mais j'ai arrêté d'en parler. Ce qu'on comprend, c'est que le bureau de projet a quand même le pouvoir de travailler sur la question des feux de circulation.
Merci. Merci. Je vais prendre peut-être encore une autre question dans la salle avant de retourner en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, Jocelyne. Je sais pas si vous m'entendez. Jocelyne Parent, je demeure sur Jean Talon, juste à l'ouest du Petit Carré Rouge. Là. Juste pour confirmer, l'entrave va commencer fin septembre, début octobre, de non. Jean Talon-Viau, là, Jean Talon-Viau, c'est plus fin octobre qu'on fin fait l'entrave octobre, complète. Oui. jusqu'à Ça va s'étirer sur plusieurs années. avant, pas 2031. Non, pas 2031, mais puis là, je veux quand même je veux quand même moduler la réponse, là, c'est-à-dire que présentement, on a les premiers contrats qui sont donnés, les contrats d'excavation. Nous, après ça, on lance des appels d'offres pour la construction des stations et on est en train de finaliser notre conception. Donc, il y a quand même des éléments qui nous restent à travailler pour arriver vraiment à une finalité de dire c'est ça la date. Mais présentement, on peut voir que ça va aller certains jusqu'en 2029 et après ça, on est en train de regarder comment on est capable de moduler pour rouvrir. Notre but, c'est de rouvrir la rue, même en mode dégradé le plus tôt possible. On comprend l'enjeu. Mais il faut aussi que vous soyez conscient que la façon que les stations sont construites sont profondes. Le seul endroit où est-ce qu'on a accès, en fin de compte, à nos tunnels, c'est à partir de nos stations. Nos stations sont sous la rue Jean-Talon. Et donc, c'est-à-dire que tant longtemps qu'on n'a pas fini de rentrer tous nos matériaux, nos rails, nos équipements, on ne peut pas refermer le toit, donc on ne peut pas, on va dire, réasphalter la rue. Donc, c'est des éléments sur lesquels on a des enjeux, puis que la stratégie fait en sorte qu'on a des fermetures plus longues que d'ordinaire. Là. Mais notre but, c'est si on est capable d'ouvrir plus tôt, ça va être fait. Deuxième question. Oui. Pour être sûr que j'ai bien compris. Là, tu as Viau-Jean-Talon qui est complètement fermé, puis Neuf-Jean-Talon qui est complètement fermé. Nous autres, on reste entre les deux. Toutes les rues nord-sud vont continuer d'être accessibles. Oui. Oui. Fait que Provencher ou autre, Oui. là, Oui. Pas de nous autres, on va passer par là. Il n'y a aucune façon de passer au coin Non. Viau-Jean-Talon. À puis part en aucune- piéton. Oui, Pas- OK, mais en auto. Non, Puis- en auto, ça ne sera plus OK. possible. Ce qui est important aussi de noter, c'est que on n'entrave pas, sinon on entrave partiellement tout le temps la direction nord-sud. La direction nord-sud, fait que quand on parle d'intersection, c'est un peu triché, on est à l'extérieur de l'intersection. Donc, notre but, c'était vraiment, c'est pour ça qu'on a fait des travaux préparatoires, pour toujours dégager les axes nord-sud pour réussir à faire évacuer, en fin de compte, tout le trafic. Merci. Donc, une autre question dans la salle? Pardon, on va aller vous porter le micro pour être certain qu'on vous entend bien en ligne aussi. Bonjour, Gisèle Huet, station Vio. Sur Vio, est-ce qu'il va y avoir une entrave? Vous dites qu'il n'y a pas d'entrave nord-sud. Alors, Vio sera toujours accessible aux voitures. On va retrancher un peu sur une des voies de stationnement de Viau au sud de Jean Talon. Donc, le chantier va empiéter un petit peu sur le trottoir. Il y aura toujours un accès. Ah Oui, oui, oh oui. c'est possible de traverser sans problème. L'autobus Vio. On va passer par là aussi. Regardez, je pense que je l'avais. Attendez. C'est la 188, c'est ça? Et voilà. Donc, vous voyez, elle passe sur Vio. C'est juste qu'avant, elle tournait sur Jean Talon. Maintenant, elle va prendre Bélanger là, pour s'en aller vers la station Saint-Michel. Non, Vio, ça s'en va à la station Ah. Vio. Ça s'en La va à station Vio. Vio. Oui. Ben oui, ben ça Donc, on a continue. un spécialiste des autobus avec nous. Au secours. Donc, oui, la 136, là, il n'y aura pas d'impact là, au niveau de l'accessibilité là, pour vous rendre à la station Vio. Bon, bien entendu, dépendamment là, de l'emprise de chantier qui va être mise en place, ça se pourrait qu'on ait un déplacement d'arrêt, comme on connaît souvent, mais toujours à disponibilité de la clientèle à proximité là, de son emplacement initial. Non, il n'y a pas d'ajout de service de prévu dans l'axe de Vio, là, ni dans les autres axes nord-sud. Par contre, comme mentionné tantôt, là, c'est certain qu'on suit la constante évolution de la croissance des utilisateurs. Donc, on va utiliser ces données-là pour moduler. Puis, bien entendu, si vous avez des enjeux, vous faites toujours les rapporter aux agents de liaison. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec quelques questions en ligne qui n'ont pas encore été posées. Oui. Est-ce qu'il y aura des ascenseurs dans toutes les stations? Oui.
Oui, chaque station va être munie d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Merci. La date de fin était prévue pour 2030. Maintenant, on parle de 2031. Est-ce une date fixe ou peut-être elle être appelée à changer encore? Non, la date de 2031, c'est la date vraiment qu'on s'est engagé à livrer le projet. Encore là, c'est qu'on a revu nos paramètres. On a revu nos paramètres avec tous les éléments qu'on avait sur la table, avec nos différents échéanciers. Et aussi, on a eu un bon dialogue avec les possibles entrepreneurs, parce qu'au début, les délais qu'on était dus à plein de raisons qui sont autant les matières premières à obtenir, le fait que c'est des chantiers qui sont très condensés à chaque lieu. On a été capable de refaire un échéancier qui est, comme je vous l'ai dit, qui est plus qui est réaliste, qu'on est très à l'aise avec. Merci. Est-ce Donc, que on a une petite question dans la salle pour alterner. Allez-y, on va vous apporter le micro, monsieur. Vincent Riccinet, je reste à rue Viau, juste au coin de Jean Talon. Ma question, c'est que jusqu'à date, toutes les stations de métro, il y avait 2 sorties. Là, je vois les schémas, puis je vois juste une sortie. Puis on parle des accidents au coin de la rue Jean Talon. Il y a 2 stations de métro, c'est-à-dire la station P9, elle a même plus que 2 sorties. Elle a 3 sorties, puisqu'il y en a une au centre du SRB, une l'édicule secondaire qu'on appelle, qui est du côté ouest de P9. Et on a aussi la station Anjou, qui est de part et d'autre de la station Anjou. Pour les autres stations, pour réussir à aller de l'avant avec le projet, les édicules secondaires ont été retranchés dans des activités d'optimisation de coûts pour que le projet puisse venir de l'avant. Fait que c'est un sacrifice qu'on a fait pour réussir à aller de l'avant. Mais ce n'est pas dit que plus tard, ça ne pourra pas être ajouté. C'est vraiment, là, aujourd'hui, c'est le projet qu'on voulait livrer. Ça veut dire que de Viau jusqu'à Ville d'Anjou, ça va être juste une sortie. Attendez, on a la station Viau, ensuite on a la station Lacordaire, ensuite on a la station L'Angelier. J'avais mal compris votre question au début. Je croyais que vous parliez qu'il y avait juste une sortie par station, mais il y a vraiment une station à chaque coin de rue que je vous ai nommé. Donc, Jean Talon, Viau, il y en a une. Jean Talon, Lacordaire, il y en a une autre station. Jean Talon, L'Angelier. Et ensuite, on a la station Anjou qui est aux Galeries d'Anjou. C'est une sortie. Il n'y a pas, mettons, le train va est-ouest, il y a seulement la sortie du sud. Dans le nord, il n'y a pas une sortie. Ni à Viau, ni à Lacordaire, ni à l'Angelier. C'est ça la question. C'est ça. On a juste un bâtiment en surface là, dans OK. les sorties pour ces 3 stations-là. Oui. Mais on travaille aussi avec la Ville à ce niveau-là pour réaménager le boulevard Jean Talon puis assurer une sécurité. On va revoir ces intersections-là justement pour assurer des traverses piétonnières sécuritaires là, lors de la mise en service des stations. Merci pour votre question et votre réponse. Nous allons poursuivre avec les questions en ligne, s'il y en a encore. Est-ce que le design des stations sera pensé pour permettre le développement de l'espace au-dessus des édicules dans le futur, par exemple un projet immobilier? Oui, en fin de compte, les stations, on les a conçues avec une reprise de charge qu'on appelle. C'est-à-dire que déjà, les stations sont garantes pour l'avenir, c'est-à-dire que nos stations sont prévues pour reprendre soit sur la totalité ou en partie de nos stations un futur développement qui pourrait venir s'ajouter. Merci. Le virage à gauche est déjà difficile en direction est, sur Bélanger et Provencher. Est-ce qu'un feu prioritaire pourrait être envisagé? On pourra regarder avec les différents scénarios qu'on va mettre en place, avec après ça, un peu notre travail terrain, voir s'il y a un réel besoin. Puis c'est des éléments qu'on pourrait ajuster, au fur et à mesure du chantier. Merci. Madame. Je m'excuse, on va vous apporter le micro ou si vous voulez vous rendre au micro, on va bien vous entendre. Natalia, j'habite à Jean Talon-Vion et je vois que les stations sur Provencher de l'autobus,
et juste au coin Jean Talon-Vion. Et c'est très, très difficile quand il y a une voiture qui veut tourner à droite. Quand l'autobus est arrêté, c'est très dangereux pour faire le virage. Est-ce que cette station pourrait être déplacée quelque part qui a plus de sécurité? On a notre spécialiste qui peut nous aider. Donc, ça fait partie d'une des arrêts qu'on avait mis en place là, dans le cadre du SRB pour le détour. Du point de vue autobus, il n'y a aucun enjeu qui nous a été signalé. Par contre, si vous constatez qu'il y a un enjeu pour la circulation, bien évidemment qu'on va s'ajuster. On est en mesure de reculer l'arrêt, de la relocaliser un petit peu plus proche vers le sud, un petit peu plus au nord au besoin, tout dépendant de l'aménagement et de l'espace qui est disponible, bien évidemment. Donc, je vais personnellement regarder cette option-là. Merci. Merci pour votre question. On voit que c'est bien noté. On peut poursuivre avec des questions en ligne, s'il y en a encore. Oui. Une fois que les travaux seront terminés, est-ce possible que nous ressentions les vibrations dans nos foyers lorsque le train du métro passera sous Jean Talon? Non, en réalité, c'est un des éléments qu'on a de particulier. Le métro Montréal est sur pneumatique. Donc, premièrement, ça aide plein de choses, dont cet élément-là de vibration. Et nos tolérances d'installation de rails et de pistes de roulement sont au millimètre près. Donc, ça fait en sorte que le roulement, autant pour les gens dans le métro, est très doux, autant pour les gens en surface, ils ne le ressentent pas. Merci. Il reste 2 questions. Comparé aux travaux préparatoires des dernières années, est-ce que ce sera pareil? C'est dur de répondre à cette question-là, mais je ne crois pas. Encore là, les travaux préparatoires touchaient beaucoup l'axe Viau. Tout dépendant de la personne, elle est située où. Et encore là, c'était des travaux qui ont duré quand même longtemps, mais qui n'ont pas eu d'installation au pourtour du chantier, on peut presque dire de façon plus permanente, dans le sens que là, on va mettre en place des murs, on va mettre en place vraiment une structure de chantier qui va venir faire en sorte de minimiser les enjeux de nuisance. Merci. Nous avons une dernière question. Est-ce que les applications comme Google Maps ou Waze seront mises à jour avec les déviations routières et les horaires? Oui, on travaille déjà à s'arrimer avec eux là, pour qu'ils soient conscients là, que nos entraves soient affichées sur les applications. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelque chose de rapide. Durant le dernier meeting du comité de bon voisinage, on avait dit qu'ils avaient accordé finalement le contrat pour bâtir le tunnelier. Oui. Est-ce que c'est commencé? Oui. Oui? Okay. En fait, c'est le contrat justement là, qui s'occupe de l'excavation, donc celui sur lequel je travaille. Donc, l'entrepreneur a été choisi, puis il a déjà passé sa commande de tunnelier. Donc, là, on est en processus de conception du tunnelier, parce que c'est vraiment une machine qui est bâtie sur mesure, si je peux dire. Le tunnelier, pour votre information, on va le voir arriver. Là, ça arrive en pièces détachées. Un tunnelier, c'est énorme, comme on voyait sur l'image. Ça fait plusieurs mètres. Donc, il va arriver fin 2025 au chantier P9, puis on va le monter sur place, puis il va commencer à creuser vers le printemps 2026. Vous allez le voir arriver en pièces détachées. Là, probablement qu'on fera justement des annonces à cet effet-là quand ça va arriver. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à la séance d'information de ce soir. Comme mentionné, l'équipe du projet Ligne Bleue va revenir vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet. D'ici là, vous avez plusieurs moyens de rejoindre l'équipe de projet, soit en consultant page web Projet Ligne Bleue Info, et vous pouvez également vous inscrire au bulletin électronique, soit sur le secteur qui vous préoccupe ou sur l'ensemble du projet. Donc, vous aurez des mises à jour constantes sur les avancées du projet. Nous vous invitons également, si c'est possible pour vous ce soir, de répondre au sondage d'appréciation. Donc, vous avez à l'écran l'affichage du code QR. Vous pouvez également avoir accès à ces formulaires-là à la sortie tout à l'heure.
Donc, c'est vraiment important pour nous, votre évaluation. Ça nous aide à nous améliorer. Enfin, l'équipe de projet est actuellement en appel de candidature pour le comité de bon voisinage du secteur VIO. Alors, si vous souhaitez en faire partie, vous pouvez remplir le formulaire sur la page web du chantier VIO ou encore laisser vos coordonnées à la table d'accueil ce soir. Alors, avant de nous quitter, je vous remercie beaucoup pour votre participation respectueuse, également pour l'intérêt que vous portez au projet de prolongement de la ligne bleue. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes et un bon retour à la maison. Merci. Merci. Merci.